If you could travel back in time, when would you go back to? Ah! You really don't recognize me, do you? Please, God, I'd like to wake up now. Or remember the experiment? What experiment? My name is Albert. Albert what, I can't tell you because it's restricted. What am I here to do? Find the killer, probably. This is a neurological hologram. Well, you and everything around you is a hologram to me. We're talking about the woman I love in my future. I'm here, she's here. Most of what you're going to want to know is restricted. You can remember how to fly. Well, according to Ziggy, there's a 72% chance you're here to... Yeah, what's happening, Cushy? He's leaping! What the hell is happening? You're part of a time travel experiment that went a little caca. In other words, I could be bouncing around in time forever. Stop! Where the hell are you, Sam? And you gotta get out of this. Where are you? Right here. It's your project, Sam. You're the genius behind it. If there's one guy who could figure out how to bring you back, it's you. Getting a second chance to put things right, to make the world a better place. Which is our project, Quantum Leap. Rule numero uno, the time traveler shall not take advantage of his position to improve or alter his life. Bonjour. Bonjour à tous. Bon, nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouveau Silver Screen qui sera consacré aujourd'hui à la série Code Quantum, les 6 épisodes emblématiques de la série télévisée. Et nous recevons avec Maxime et Nicolas aujourd'hui Alexis de la web émission Phases. Écoute, un grand merci pour ton invitation Sébastien, et puis j'espère que je vais réussir à rendre hommage à cette superbe série qui est Code Quantum. Une série culte diffusée sur NBC de 1989 à 1993 avec Scott Bakula et Dean Stockwell. Et nous allons revenir donc sur 6 épisodes, dont l'épisode pilote. A tout de suite. Tout a commencé à l'époque où je dirigeais une expérience de voyage dans le temps appelée Code Quantum. Lors de cette expérience, une horloge cosmique déréglée me fit passer de l'état de physicien à celui de pilote d'essai. Ce qui aurait pu être amusant si j'avais su piloter. Heureusement, je suis aidé par Hal, mon ange gardien, qui me suit depuis le début. Malheureusement, Hal est un hologramme et je suis le seul à pouvoir communiquer avec lui. Bref, je me promène à travers le temps, passant de la peau d'un personnage à un autre en essayant de réparer les erreurs du passé. Et j'espère chaque fois que mon prochain saut dans le temps me ramènera chez moi et me rendra enfin mon vrai visage. Oh bravo! Le fameux épisode pilote de Code Quantum. Alors qu'est-ce que vous avez pensé globalement de cet épisode? Est-ce que pour vous il introduit bien la série? Qu'est-ce que vous en avez retenu globalement? Pour commencer, je dirais que quand on voit le pilote, on sent bien que la patte des séries de cette époque-ci. Puisque souvent dans les épisodes pilotes sur ce genre de série, il n'y a pas de générique au tout début. Oui, on commence sur... En plus, on a un épisode qui est 2 fois plus long. Là, il dure 1h20 au lieu de 45 minutes. Et on a aussi tout ce côté très mystérieux où on est tout de suite lancé dans le bain avec Hal qui est une scène un petit peu étrange où on a du mal à savoir ce qui se passe. À bord de sa voiture. Voilà, ils expliquent pas grand chose jusqu'à ce que on voit ensuite Sam qui est dans la machine et qui du coup fait son premier saut.
Et je trouve que c'est un peu la même patte qu'on pouvait avoir dans l'épisode pilote de Sliders. Oui. Où tout de suite, voilà, on démarre l'histoire, mais sans avoir trop d'éléments pour le contexte. Et je trouve que le pilote pose bien les bases de la série, le fait que les sauts de Sam s'étalent de 1953 à 1999, et aussi le fait qu'il a des trous de mémoire. Il y a certains éléments aussi qui évoluent au fil de la série. Rien déjà que le système d'ouverture de la porte du quai sans induction, puisque dans le pilote on peut voir que Hal l'ouvre manuellement, oui. Alors qu'à partir de la santé, elle s'ouvre automatiquement lorsqu'il pianote sur son interrogateur. Oui. Oui, visuellement, c'est représenté différemment. Et je trouve aussi, ce qui est intriguant, c'est la représentation du futur, entre guillemets, au tout début de l'épisode. On voit cette jeune femme avec des boucles d'oreilles lumineuses. Ça annonce un peu le ton, comment est représenté le futur dans cette série-là. Et toi, Alexis, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, moi, je suis comme Maxime, en fait. Alors, je trouve que le pilote, en fait, dessert un peu la série parce que, comme il dit, on est tout de suite projeté dans l'action. On comprend rien, en fait. Je me rappelle plus bien, mais il me semble qu'il y a quand même la petite scène du début où on voit Scott Bakula avec la lumière et son costume blanc et qui après part. Oui. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à un truc. Et je crois me rappeler qu'il y a une scène, en fait, où on voit pendant un moment... un travelling sur les nuages et sur le ciel, je crois. Oui, à la place du générique. Ouais, voilà, pendant le générique. Et ça, en fait, je me suis dit, mais ça serait pas un clin d'œil, en fait, aux Routes du Paradis, qui était exactement à peu près, le générique. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un petit clin d'œil, parce qu'après, bon, on va savoir au fil de la série que Sam Beckett, en fait, est envoyé par Dieu, soi-disant, pour rétablir des vies. Et concernant le futur qui est représenté, alors moi j'ai une petite anecdote, c'est que tout le monde dit oh oui, on voit tu parlais de la femme avec les boucles d'oreilles, mais il y avait les chaussures aussi qui étaient les chaussures, des lumières, les talons, etc. Or sur Paris, c'était dans les années 2014-2015, il y avait beaucoup de jeunes filles qui avaient des Nike ou je sais pas quoi avec des lumières. Oui, chaussures lumière. Ouais, avec des LED. Donc je me suis dit finalement, il n'a pas tapé si loin que ça, Donald Belisario. On ne sait pas ce que fait le héros lui-même ne sait pas ce qu'il fait, en fait, il se rappelle de rien. Et puis après, donc c'est avec l'arrivée de Dean Stockwell que là, on commence à comprendre en fait le cheminement. Par contre, il introduit bien les bases. Nicolas, tu en parlais tout à l'heure. La fameuse théorie de la ficelle qui est exposée finalement par Hal dans l'épisode. One end of this string represents your birth. The other end, your death. You tie the ends together, and your life is a loop. Ball the loop, and the days of your life touch each other out of sequence, which is our project, Quantum Leap. Les bases, effectivement, sont exposées. Et également le rapport entre Sam et Hal, le fait que Hal est présent par le biais d'une projection holographique. Il est dans le temps présent et par le biais de ce qu'ils appellent la chambre d'induction dans la version française, Imaging Chamber en anglais, il arrive à rentrer en contact avec Sam Beckett. Il faut noter que l'épisode pilote raconte deux aventures, contrairement aux autres épisodes qui vont suivre après. Oui. Je crois que la première partie, c'est avec il est pilote d'avion, pilote de chasse, je crois. Oui. Et la deuxième partie, il est joueur de baseball, un truc comme ça, si je me souviens bien. C'est ça. Donc c'est le seul pilote aussi qui raconte deux aventures de Sam Beckett. Et oui, effectivement, ça c'est un truc qui m'a marqué avec la série. C'est que je me suis dit, en fait, c'est logique qu'il ne puisse pas aller dans le temps au-delà de sa naissance parce qu'il n'existe pas. Et donc, moi, c'était un truc qui m'avait toujours chagriné avec les voyages dans le temps, comme Retour vers le futur, par exemple. Marty, il retourne en 1955 alors qu'il n'était même pas né. Et je me suis toujours dit, comment tu peux exister à un endroit si ta naissance n'est pas encore faite? Et donc, voilà, moi, c'est un truc qui m'a particulièrement attiré avec la Code Quantum. Voilà, ça me paraissait logique qu'il ne puisse pas aller au-delà de sa naissance au niveau des voyages dans le temps. Oui. Bon, après, je pense que c'était un prétexte vis-à-vis des scénarios pour raconter en fait les USA des années 50
aux années 80, parce que voilà, c'était une période assez mouvementée avec la libération de la femme, des meurtres comiques qui n'étaient pas résolus, tout ça, les trucs, les affaires Kennedy et tout ça. Donc, et la ségrégation aussi. Oui, la ségrégation, bon, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Et aussi, c'était un prétexte aussi pour réexploiter les décors des studios d'Universal, les costumes qui correspondent à ces années-là, années 50, 60, 70, 80. Ouais. Et pour des questions de coût, c'était plus simple que de faire des histoires qui se passent au 19e, au 18e siècle, voire dans des futurs très, très lointains. Ça permettait de maîtriser le coût de la série. Maxime, tu voulais évoquer quelque chose ? Oui, c'est que, pour rebondir sur ce que disait Alexis tout à l'heure, c'est que, effectivement, pour le premier épisode, même s'il pose pas mal de bases de la série, il faut quand même s'accrocher pour suivre l'histoire, parce que donc l'épisode est plus long que d'habitude, mais c'est surtout que, en fait, au tout début, donc, Sam ne se souvient plus de rien, et pour une raison qui n'est d'ailleurs jamais vraiment expliquée, Hal ne veut pas lui donner toutes les informations tout de suite. Comme si c'est à Sam de s'en rappeler petit à petit pour éviter peut-être des problèmes cognitifs ou autres. Mais c'est ce qui fait que, en fait, j'avais regardé, c'est qu'au bout de 20 à 30 minutes que, en fait, Hal explique vraiment à Sam qu'il est un hologramme et tout, qu'il y a la scène dans le bar. Et pendant toute cette phase-là, juste avant, en fait, on ne suit que Sam qui est totalement perdu, qui pense qu'il est dans un cauchemar, qui va se réveiller, qui continue à répéter à tout le monde qu'il ne sait pas piloter, au point que ça devienne une espèce d'histoire où ça serait un gros canular qu'il essaierait de monter avec ses camarades pilotes à ses officiers, qui du coup est un peu bizarre. Et effectivement, comme tu le disais, à la toute fin, alors qu'il pense avoir réussi, on a 15 dernières minutes où c'est une deuxième histoire avec un joueur de baseball et qui se résout en l'espace de ces 15 minutes là, c'est-à-dire que il va jouer son tour, il va réussir à faire un tour complet et gagner son équipe, et voilà, il a réussi sa mission. Et ce qui, quand on connaît en fait la série en elle-même, paraît en fait assez futile finalement comme saut dans le temps par rapport à tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière sur la plupart des autres épisodes. Et en fait, tu sens que ce saut-là, c'était surtout pour pouvoir rajouter en fait la scène où cette fois-ci il se souvient de son nom, et du coup il peut appeler son père et avoir la discussion avec son père qui était décédé et qu'il avait essayé d'appeler dans le premier saut, mais qu'il n'avait pas réussi. Oui, totalement. D'ailleurs, il y a un petit élément assez amusant dans le pilote aussi, c'est que le laboratoire de Sam est situé dans la cachette de Supercopter. On voit le monument de vallée où est censé se trouver le laboratoire. Donc là, tout de suite, voilà, on sait, on voit par qui a été fait la série tout de suite. Donc Belisario qui a utilisé les mêmes lieux. Ouais, tout à fait. Et tout à l'heure, Maxime, il parlait du père de Sam. Dans le pilote, il est interprété par Newell Alexander, qui avait joué un policier dans l'épisode pilote des Envahisseurs. Ah oui. Oui. Mmh. Oui, on était qu'une vingtaine d'années après les Envahisseurs. Ouais, bien vu. Et à partir de la saison 3, c'est Scott Bakula qui interprète John Beckett grimé avec du maquillage pour paraître plus âgé. Dans l'épisode La famille avant tout, qui était en 2 parties, dans lequel Sam se transmutait en lui-même à l'âge de 16 ans. Et il y a un détail aussi qui reflète bien les productions de Donald Belisario, c'est que Sam, on l'entend d'ailleurs tout au long de la série, en voix off. Il décrit ce qui se passe dans ses aventures, comme Magnum par exemple. Ou MacGyver par exemple. Voilà. Après je pensais à Magnum, parce que c'est une série de Donald Belisario, mais c'est le cas aussi de MacGyver. Voilà, le fait le héros, le protagoniste raconte ses aventures, on connaît ses pensées, etc. C'est sympathique cette manière de faire. C'est ça. Écoutez, je vous propose du coup de passer au 2e épisode de notre sélection.
Miss Melanie et son chauffeur. 8 août 1955. Sam devient Jesse Tyler et provoque bien des remous dans un bar de la petite ville où il vient d'arriver. En effet, Sam Jesse, l'homme à tout faire de Miss Melanie, est noir. Or, en cette année 1955, la loi contre la ségrégation n'a pas encore été votée. Comment vous avez apprécié cet épisode? Il est bien représentatif de Code Quantum, je pense. Oui, ça va être, là, l'épisode va traiter clairement de la place des Noirs qui essayent de se libérer et qui vont enchaîner après tout le mouvement qu'on va connaître. Et voilà quoi. Et Sam, donc Sam, si je me souviens bien dans cet épisode, il doit sauver en fait Miss Melanie. Madame Melanie a été tuée au volant de sa voiture qui a été coincée et écrabouillée par un train de voyageurs à cet endroit demain après-midi à 5h18. La scène du début est bien faite dans le bar là, oui, avec oui. ce grand miroir. Oui. Oui, c'est bien amené parce que du coup, fin de compte, il est dans un restaurant qui est réservé pour les blancs et il s'est assis sur le comptoir alors que normalement il aurait pas dû. Oui, c'est ça. Donc on veut le rejeter du bar, même quand il veut se mettre à boire à la fontaine, on lui dit que c'est réservé pour les blancs. Alors, c'était une toute autre époque. Oui, puisque on l'a pas expliqué non plus forcément au niveau du pilote, parce que justement les rythmes et autres moments clés n'avaient pas été mis encore en place. Effectivement, à chaque nouvelle transmutation, en fait, il débarque dans la peau d'une nouvelle personne, et sans avoir aucune information sur qui il est supposé être. Et c'est ce qui fait que la plupart des épisodes commencent avec des situations un peu conflictuelles, et notamment dans cet épisode-ci où lui étant blanc de base, tant qu'il ne s'est pas aperçu dans le miroir et n'avoir remarqué qu'il était dans la peau d'une personne de couleur, n'avait pas cette prise de conscience de faire quelque chose de mal, outre le fait en plus de ne pas savoir en quelle année on est, et du coup ne pas forcément être non plus au courant exactement de toutes les mœurs et tous les codes de conduite. D'ailleurs, dans l'épisode pilote juste avant, il y avait un passage où justement il racontait des souvenirs, et c'était que des éléments qui en fait n'existaient pas encore à cette époque-ci. Oui, oui, quand il parle il y a beaucoup d'éléments d'anachronisme par rapport à son passé à lui, qui font qu'effectivement, quand il débarque, la plupart du temps, ça va être une scène assez compliquée, parce que soit il est dans une scène où il va être dans le pétrin parce qu'il ne sait pas où il est, ou bien parce qu'il va réagir d'une façon dont la personne ne serait pas supposée réagir. Notamment d'ailleurs dans cet épisode-ci, ça se ressent beaucoup, parce qu'on sent que malgré qu'il soit dans le corps d'une personne de couleur, eh bien, il a vraiment le caractère et la façon d'être d'une personne plus de notre époque, post-ségrégation, et qui trouve ça totalement scandaleux et qui veut essayer vraiment de bouger les choses. Oui. Outre la mission en elle-même, qui est juste de sauver Miss Melanie de l'accident, il veut essayer de forcer les choses pour améliorer la condition des personnes de couleur de l'époque. Miss Melanie, qui est d'ailleurs interprétée par Suzanne French, qu'on a vu aux côtés de Christopher Reeve dans Quelque part dans le temps. Elle incarnait la version âgée d'Elise McKenna. Tout se recoupe en fait. Oui. Et c'est un épisode, je crois, où on découvre un pouvoir de Hal. Je crois qu'à un moment, il se fait passer pour la voix de son mari mort à Miss Melanie pour la sauver de l'accident du train. Là. Alors, c'est involontairement, c'est-à-dire que quand, Sam se fait arrêter parce qu'il a envoyé justement sa fille blessée dans un hôpital pour les Blancs, eh bien c'est Hal qui se téléporte, se focalise dans la voiture de Miss Melanie et essaye d'empêcher l'accident. Et entrer dans le cimetière, nom de Dieu de merde! Miss Melanie finit par l'entendre et c'est ce qui permet d'éviter l'accident. Et elle interprète en fait que c'était son mari décédé. Et elle en vient à la conclusion qu'il a peut-être cette faculté de communiquer avec les femmes et qu'il pourrait peut-être un jour communiquer avec des femmes plus jeunes. Sacré Hal. Parce que c'est vrai que le personnage de Hal n'est pas un personnage qui aurait pu être écrit pour les séries d'aujourd'hui. Oui, voilà, ce serait compliqué aujourd'hui. C'est assez compliqué. Très séducteur et très un peu macho.
chaud aussi sur le côté. D'ailleurs, on en pourra en parler tout à l'heure, mais dans la nouvelle série Code Quantum, cet aspect-là est gommé. Et d'ailleurs, Hal, dans la série, porte des tenues assez originales. Ah oui, alors ça, c'est vrai que c'est un détail important de cette série-là. Pour dénoter pour souligner le fait que Hal vient du futur, il a toujours des tenues très excentriques, très colorées, pour dénoter finalement du décor de l'époque dans laquelle se déroule l'épisode, quoi. Et qui ont été créés par le styliste français Jean-Pierre d'Orléac. Jean-Pierre d'Orléac, qui en plus de ça a travaillé aussi sur Quelque part dans le temps, comme quoi. Mais non, c'est un bon épisode qui reflète bien l'état d'esprit de Code Quantum, et il y aura d'autres épisodes un peu dans ce style-là dans la série. Je pense à l'épisode L'amour n'a pas de couleur, par exemple. Oui, absolument, qui se passe lors des émeutes qui avaient eu lieu à Harlem dans les années 60. Voilà. Ah oui. Il y a plusieurs. J'en ai pas de souvenir celui-là. Il y a plusieurs épisodes engagés comme ça. Très fort en émotion, parce qu'après, on va vite se rendre compte qu'en fait, c'est pas une série à effets spéciaux, mais que c'est une série qui met en avant les sentiments humains, en fait. Voilà. C'est ça. Qui prime. On n'est pas dans une série de science-fiction pure et dure. Elle mélange les genres, en fait. Un épisode peut être aussi bien une comédie qu'un drame, qu'un film d'aventure en quelque sorte. C'est très varié, et beaucoup d'épisodes ont une portée sociale ou une portée très engagée, quoi. Ouais, c'est ça que j'ai oublié de dire par rapport au pilote, c'est que justement c'est le jeu de Scott Bakula et la complicité avec Dean Stockwell justement qui fait qu'on reste, parce que comme il disait Maxime, c'est vraiment dur de s'accrocher les 20 premières minutes pour savoir en fait ce qui va se passer. Ouais. Et heureusement, Scott Bakula, on sent qu'il est impliqué dans le rôle, quoi, comme Dean Stockwell, et vraiment la chimie des deux à l'écran fonctionne très bien. Donc, totalement. Les deux, comment dirais-je, comme tu dis, oui, l'alchimie, l'amitié entre les deux personnages ressort très fortement à l'écran. Et c'est ce qui fait toujours l'intérêt de Code Quantum, même sur des épisodes de qualité moyenne, entre guillemets, on va s'accrocher parce que les deux personnages sont super sympas. Et les deux comédiens, Scott Bakula et Dean Stockwell, sont de bons acteurs. Il n'y a pas de doute. Scott Bakula s'est tout joué dans la série. Oui, ça, il faut en reparler. C'est vraiment... il montre des facettes multiples de son talent, chanteur, quand il prend des rôles de femme aussi, etc. Oui, il a vraiment une très large palette. Musicien aussi, musicien. C'est ça. Et danseur aussi, je crois, à un moment. Danseur, pianiste. Je sais qu'il dit souvent qu'il déteste le disco dans la série. Oui, dans l'épisode L'enfer du disco, il le dit très, très clairement quand il se transmute dans la peau d'un cascadeur. Oui. Et si on en revient sur la carrière de Scott Bakula et Dean Stockwell, Scott Bakula était inconnu, très peu connu à l'époque où a été lancé Code Quantum, mais depuis il a joué bien sûr dans Enterprise, où il jouait le capitaine Jonathan Archer, ou dans NCIS New Orleans. Mr. et Mrs. Smith, Net Force. Oui. Il a fait au cinéma The Informant, Color of Night, Le Maître des Illusions. Il avait tenté aussi un Retour des Envahisseurs, mais qui n'était pas très... C'était pas très... C'est ça. Aïe. Et Dean Stockwell, par contre, est un acteur plus de cinéma à la base. Étant enfant, c'était un acteur... un enfant star. Et après, dans les années 70, où il a fait carrière à la télévision, on l'a vu on l'a vu plusieurs fois dans des épisodes de Columbo, par exemple. Dans Mission Impossible aussi. Dans Mission Impossible, plus récemment dans Battlestar Galactica, la nouvelle série. On a pu le voir aussi dans Lois et Clark, des séries qu'on a pu aborder dans Silver Screen. Dans Stargate SG1 aussi. Stargate SG1, oui. Et au cinéma, on l'avait vu aussi dans Dune de David Lynch, et aussi Veuve mais pas trop. Oui, il avait été récompensé d'ailleurs pour ce film. Et aussi le film de Beverly Hills 2 avec Eddie Murphy.
Moi, je l'avais vu aussi dans un épisode de l'Agence Tourisque, où il faisait le rôle d'un salaud. Il était avec des autres, et l'Agence Tourisque essayait d'arnaquer, enfin je sais plus trop quoi, mais ça me marquait de le revoir comme ça dans d'autres séries, à part Code Quantum. En fait, le rôle l'a tellement marqué dans Code Quantum qu'on a du mal à l'imaginer après qu'il joue des rôles de mauvais, quoi. Oui. Voilà. Et il avait joué aussi dans Air Force One auprès d'Harrison Ford. Après Code Quantum. Je ne pense pas qu'il y ait un épisode dans lequel il n'y ait pas l'acteur américain Dean Stockwell qui joue donc Hal avec Scott Bakula. C'est vrai que Dean Stockwell est là dans tous les épisodes. It was exciting, difficult to play with Dean because he is always here. Yes, with you. It's like a real duo, you know, it's like a real team. It's not only you and Dean, it goes together maybe. C'est pas seulement Dean d'un côté et vous de l'autre, c'est tous les deux ensemble. Oui, c'était formidable de travailler ensemble. Dès le départ, d'ailleurs, c'était qu'on s'est rencontrés la première fois au studio. On savait. Quand on s'est quitté, on a dit oh, on espère vraiment que ça va fonctionner, ça va marcher, qu'on va pouvoir le faire, parce que ça allait tellement bien. Puis depuis le premier épisode jusqu'à le dernier épisode, justement, il y a toute une croissance en fait. Mais tout de suite, notre relation était là, présente. On s'amusait, on riait, on jouait. On a gardé tout léger, c'était formidable. J'étais toujours heureux d'être avec lui sur le plateau. C'est un homme formidable. Il a eu 3 carrières. Il adore être sur le plateau, il adore travailler. Autant que quand il avait 8 ans, peut-être même plus d'ailleurs. Oh, ça a été vraiment la fête. C'était la fête. C'est une chance magnifique d'avoir quelqu'un comme ça avec qui travailler pendant 5 ans. On en est certain, c'est vrai que la série marche bien aussi grâce à Dean Stockwell. 15 juin 1945. L'électrochoc subi par Sam dans l'épisode Choc hors tour a perturbé le processus habituel du saut. Sam devient l'hologramme tandis que Hal incarne le capitaine Tom Jarrett. Sam est heureux de retrouver son époque et les locaux du projet Quantum. Une surprise l'y attend en la personne de Donna Elizzi, son épouse. Hal lui avait caché ce détail pour lui éviter à supporter une cruelle absence. Un épisode très important pour la série parce que dans Bond en arrière, Sam et Hal inversent leur place après avoir été touchés par un éclair, la foudre, dans Choc hors tour, et donc Hal devient le voyageur du temps et Sam prend la place de l'observateur, ce qui permet pour la première fois à Sam de réintégrer son époque. Effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet épisode-ci, on va pouvoir voir un peu plus le laboratoire et voir ce présent futuriste pour les personnages. Et surtout, c'est dans cet épisode-ci que Sam va redécouvrir que, à la base, il était marié, il avait une femme, et que Hal ne lui avait rien dit. Ouais. Ce qui peut paraître d'ailleurs peut-être un peu étonnant parce que au fur et à mesure des épisodes, on avait l'impression que Sam avait retrouvé petit à petit tous ses souvenirs. Ouais. Et en fait, dans cet épisode-ci, on se rend compte que c'est pas exactement le cas et qu'il y a encore certains éléments de son passé qui lui manquent, vu que là, il se souvient plus qu'il était marié. Alors après, l'une des explications qu'on peut donner, parce qu'on est sur une série sur le voyage dans le temps, et la femme de Sam Beckett est le docteur Donna Elizzi. Et en fait, ce personnage est vu dès le 2e épisode de la série, Amour croisé, où le personnage de Donna Elizzi était joué par Terry Hatcher. Et en fait, dans cet épisode, Sam Beckett faisait en sorte de réconcilier Donna et son père, parce que ils avaient essayé tous les deux en fait de se marier, et Donna avait comme une blessure émotionnelle avec son père qui ne lui permettait pas de s'engager. Et à la fin de cet épisode, Sam parvient à réconcilier Donna et son père, et on se rend compte au final dans l'épisode Bond en arrière que cette réconciliation a fait que Sam et Donna sont finalement mariés. Donc il a déjà violé une de ses propres règles.
Après, un moment phare que j'ai toujours aimé dans cet épisode, c'est que tout le long de la série, on nous parle toujours de Ziggy, l'ordinateur parallèle qui a conçu Sam. Et enfin, dans cet épisode, on découvre Ziggy et on se rend compte qu'en fait, Ziggy est une entité féminine, une intelligence artificielle féminine. Et c'est d'ailleurs Deborah Pratt qui lui prête sa voix. Oui. La productrice de la série. Et d'ailleurs, on découvre aussi, pour la première fois, je crois que c'est la première fois, on découvre Gouchi. Non, deuxième apparition de Gouchi après le pilote. Oui, dans le pilote, Gouchi apparaissait. Qui est toujours mentionné dans la série comme un nain avec une mauvaise haleine. Le pauvre. Oui. Personnage sympathique, incarné par Dennis Goldberg. Oui, c'est vrai, quand on le voit, en fait, il est adorable, quoi. Ce personnage, il est très gentil. Et puis, le fameux Gouchi. On se demande pourquoi Al le charrie tout le temps de ça. Et Maxime, tu voulais parler de Ziggy, je crois. Oui, parce qu'en fait, effectivement, nous, on se rend compte dans cet épisode-ci que c'est une femme, mais en réalité, pour les spectateurs américains, inconsciemment, ils le savaient déjà, puisque dans la version américaine, le résumé, le Tileus qu'il y a en tout début d'épisode, qui récapitule un peu la raison, le pitch de la série. Nous, en France, donc on a la VF de Scott Bakula qui l'a fait, alors qu'en VO, eh bien c'est Ziggy, donc Deborah Pratt, qui fait ce petit speech. Theorizing that one could time travel within his own lifetime, Dr. Sam Beckett stepped into the Quantum Leap Accelerator and vanished. He awoke to find himself trapped in the past, facing mirror images that were not his own. Voir effectivement les coulisses du projet Code Quantum, et on se rend compte que toute l'architecture en fait du projet et que le design est le même que le fameux interrogateur de Hal. Vous savez, cet ordinateur de poche qu'il a toujours avec lui. Le laboratoire est exactement comme ça. On a des lumières partout. Nous, on l'a, Ziggy, aussi. Là, oui, de plus, alors je crois que c'est un détail de l'épisode, mais il semble que comme c'est Hal qui est à la place de Sam, là il se retrouve plus en arrière, il n'est pas en 1945, un truc comme ça, qui est au-delà de la date de naissance de Sam. Hein. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est une chose qu'ont prévu ça les scénaristes en se disant comme Hal est plus vieux que Sam, il peut aller plus loin. En fait, il l'explique justement dans l'épisode, puisque à la fin, Sam du coup se dévoue pour pouvoir sauver Hal en faisant une nouvelle transmutation pour reprendre le corps dans lequel est Hal actuellement et qui est inconscient. Et justement, on lui indique que ça va pas marcher parce que il va revenir plus loin que son propre passé. Et à ce moment-là, en fait, il va lui-même expliquer que comme ils ont interverti leur corps, il y a eu une espèce d'échange de matière qui s'est fait entre les deux et qui fait que maintenant, il a une petite partie, entre guillemets, de Hal en lui et qui, du coup, va lui permettre après de faire des sauts plus anciens correspondant au passé de Hal. Oui, parce que Hal est né dans les années 30, en fait. Et oui, là, ils sont en 1945 dans cet épisode. Et on peut voir aussi du coup que Hal et Sam se retrouvent chacun avec une partie de la personnalité d'autre, ce qui donne des situations amusantes. Hal qui se bat comme Sam, ou Sam qui a la libido de Hal. Oui, exact. Oui, c'est vrai. Exact. Mais oui, pour en revenir sur le voyage dans le temps là, vis-à-vis de Sam et Hal, je crois qu'il y aura un autre épisode où Sam se retrouve pendant la guerre de sécession, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Dans la peau de son arrière-grand-père. Dans la peau de son arrière-grand-père, ouais. C'est l'explication de l'ADN est donnée pour expliquer le fait qu'il se retrouve projeté aussi loin. Ouais, c'est ça. Et dans l'épisode, un autre détail qui est très intéressant, je trouve, on voit comment fonctionne le caisson d'induction, comme c'est traduit dans la version française, cette chambre holographique en fait dans laquelle rentre Hal normalement pour rentrer en contact de Sam. On voit comment elle fonctionne, on voit cette fameuse porte et cette image qui est incrustée un peu comme le holodeck dans Star Trek, la nouvelle génération. Et d'ailleurs, dans cet épisode-ci, je me suis dit que c'est là où tu te dis que finalement ils ont une technologie qui est très avancée, mais qui a quand même beaucoup de défauts, parce que au tout début de l'épisode, donc comme ils ont interverti leur place, d'ailleurs là où aussi
on a un peu plus de pistes qui indiqueraient que effectivement c'est le corps qui se déplace et non l'esprit, puisque du coup c'est Hal, mais dans le corps, donc dans le passé, qui se retrouve avec l'interrogateur. Oui, il l'a toujours avec lui. Ce qui fait que Sam, du coup, n'a aucun moyen d'avoir les informations que Hal a d'habitude, au point même, en fait, sans cet interrogateur-là, ne pas être capable de sortir de la salle. Et au tout début, il est à essayer de trouver des endroits où il pourrait avancer un peu comme s'il était dans le noir, à essayer de chercher la porte. Et à un moment donné, quand ils sont dans une sorte de bar ou une boutique, il y a quelqu'un qui entre, il entend une sonnette, il va pour se diriger et il est déçu parce qu'il voit qu'en fait non, c'est une porte normale dans le passé. Oui, et il fait envoyer un courrier. Oui, c'est ça, et c'est là que tu passer pour. Oui. La manière de Retour à le futur 2. C'est ça. Voilà. Mais c'est là où tu te dis que niveau technologie, c'est un peu bizarre que tous les autres scientifiques dans la salle de contrôle ne pouvaient pas tout simplement aller ouvrir le truc pour dire tiens, viens, on sort. Alors ce qui est expliqué en fait, c'est que le fait d'avoir été touché par l'éclair, ça a mis la chambre en quarantaine en quelque sorte. Il ne pouvait plus ouvrir la porte. La seule manière de le faire, c'était de le faire avec l'interrogateur. Ouais, alors c'est un très bel épisode. Moi, je m'en rappelle pas trop, mais moi, la scène qui m'a marqué, c'est effectivement quand il retrouve sa femme. C'est vraiment un grand moment d'émotion. Et alors, l'autre moment d'émotion, c'est quand on sent tout l'altruisme de Sam Beckett dans cet épisode, parce qu'il dit « Je peux pas laisser Hal comme ça ». Et il dit « Tant pis, je reprends le rôle qui m'est inconnu ». Et il se retéléporte et il reprend la place de Hal, donc à la fin de l'épisode. Et c'est dramatique parce que sa femme dit où est-ce qu'il est parti, etc. Et lui dit, il t'a déjà oublié, il a déjà oublié la moitié des gens et de ce qu'il doit faire. Ouais. Et qu'elle dit, finalement, c'est pas plus mal parce que s'il se souvenait de moi, en fait, c'est ça la raison qui est soi-disant évoquée qu'elle n'aurait rien dit, c'est elle dit en quelque sorte que s'il se souvenait d'elle lors de ses transferts, en fait, ça pourrait l'empêcher de sauver d'autres femmes dont il tombe amoureux au cours de ses missions et qu'il aide justement, qu'il a des sentiments pour elle, ou quand il se retrouve justement dans la peau d'un mari qui doit se marier. Je sais qu'à un moment, il tombe dans la peau de quelqu'un qui va se marier bientôt avec une femme, et donc voilà, on se rend compte en fait que s'il se souvenait de sa femme, ça le bloquerait psychologiquement dans son rôle et pour remplir ses missions. Mais oui, c'est vraiment un moment d'émotion très... quand il repart comme ça, et que c'est un déchirement, quoi. C'est vraiment un déchirement. Et à 19h, Scott Bakula réalise l'impensable, rien qu'avec sa tête. Du lundi au vendredi sur M6, 18h Mission Impossible, 19h Code Quantum. Quel talent! En attendant, passez une bonne journée.